Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce direct consacré à la netteté dans Lightroom. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour parler netteté dans Lightroom parce qu'il y a certainement des choses dont vous n'avez probablement jamais entendu parler pour la plupart, sauf les membres de mes formations évidemment, mais je pense que ça va être assez instructif. Merci d'abord d'être aussi nombreux, là je vois déjà 157 personnes, malgré tous ceux qui m'ont dit qu'ils ne seraient pas là. J'ai la pression. Alors, donc, pour parler de netteté, d'abord la première chose, c'est comprendre qu'est-ce que la netteté. Parce qu'on utilise ce mot netteté, piqué, etc. Mais souvent, on ne comprend pas vraiment c'est quoi. Alors, pour ça, il faut aller dans l'anatomie de l'image, dans son composant de base qui est le pixel. Et donc, je vais ouvrir ce document dans Photoshop, juste parce que dans Photoshop, en fait, on peut, zoomer plus que dans Lightroom. Donc dans Lightroom, vous êtes limité en niveau de zoom, enfin, limité, c'est façon de parler, à 1600%. Mais dans Photoshop, on peut même aller jusqu'à 12800%. Donc, hop, modifier dans Photoshop. Voilà, je vous rassure, on revient dans Lightroom après, modifier l'original. OK. Donc, je vais zoomer au maximum dans cette image, et donc dans un monde idéal, donc là je zoome vraiment au maximum. Si on avait des objectifs au piqué parfait, eh bien voilà le genre de bord qu'on aurait entre une zone sombre et une zone claire. Malheureusement, vous savez, la lumière, elle entre par la lentille, et puis il y a diffraction, et donc chaque photocyte de votre capteur, donc les photocytes, c'est les petites cellules qui vont capter la lumière, elles ne vont pas la capter de manière rigoureusement identique. Et donc vous allez plus souvent vous retrouver, donc ici, regardez, j'ai appliqué un flou gaussien, donc ça, ce serait le scénario idéal. On aurait des images d'une netteté incroyable. Mais comme je viens de vous le dire, en fait, voilà, c'est plutôt ce genre de bord que vous allez avoir. Voilà. Donc, voilà un peu un bord, je mets un rayon de 3 pixels, d'un objectif qui est très piqué, attention. Donc, évidemment, quand vous le voyez comme ça, vous voyez les différents niveaux de luminosité. Si maintenant je me mets à ce niveau de zoom, vous trouvez que c'est plus ou moins net. D'accord? Alors, c'est pour ça que tous les fichiers RAW, en fait, à la base, n'ont pas de netteté appliquée. Donc je vous montre, si par exemple vous aviez un objectif encore un peu moins bon, eh bien vous auriez comme ceci une zone de plus en plus large en fait de flou. Et c'est pour ça qu'il y a une différence de qualité optique qui va faire que votre image déjà à la sortie sur le RAW est plus nette ou moins nette. Donc revenons dans Lightroom. Donc ce que j'essaye là de vous montrer, c'est que j'essaye de trouver le même fichier en JPEG et en fichier RAW. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai la même photo. Et c'est une photo, voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est en JPEG et c'est la même en RAW, comme on fait parfois de shooter dans les deux. Donc on va regarder les deux en comparaison. Donc d'abord, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de netteté. J'appuie sur D. Voilà, vous voyez qu'il y a déjà 40 en fait. Je vais revenir là-dessus par après. Et on va le mettre ici en opposition au JPEG. Alors je vais verrouiller le petit cadenas en bas. Voilà, comme ça vous avez le même niveau de zoom. Alors ici c'est pas flagrant. J'aurais pu prendre un même exemple. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait le JPEG, il est naturellement travaillé par le boîtier avec de la netteté. Alors que le RAW, lui, ne l'est pas. Parce que là, le RAW, en fait, ici, si on regarde dans Lightroom, Lightroom applique déjà une certaine netteté. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai 40 dans le curseur netteté. Avant, c'était 25. Donc, pour expliquer ça, d'ailleurs, pourquoi c'est passé à un moment de 25 à 40, c'est parce qu'en fait, Adobe Lightroom donc s'est adapté aux nouvelles résolutions des boîtiers. Depuis quelques années, on a presque tous, avec des boîtiers récents, plus de 36 mégapixels dans nos photos. On a du 50, il y en a qui ont du 60, il y en a qui ont du 100. Et donc, ils ont adapté ce gain de netteté par rapport à l'évolution des boîtiers. Mais donc, en fait,
Pourquoi Lightroom ajoute déjà cette netteté à la base? C'est parce que Lightroom sait très bien qu'en fait un RAW à la base n'a pas de netteté. C'est comme dans l'exemple que je viens de vous montrer. Voilà, vous avez en fait du flou qui délimite les bords. Et donc évidemment, c'est pas très plaisant parce que si vous comparez un JPEG avec le RAW à gauche, ben, c'est moins plaisant. Et ici, je vous dis, on ne le voit pas trop fort dans la vidéo, on ne le voit pas trop fort l'exemple, j'aurais dû prendre un autre. Je vous avoue que je n'ai pas eu trop le temps de chercher, mais regardez, si vous prenez à l'occasion un JPEG et un RAW, regardez la différence de netteté, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Et donc Lightroom, ben, pour des raisons commerciales, vous l'avez bien compris, quand vous ouvrez vos RAW, déjà ils ne sont pas traités au niveau luminosité, etc. Donc c'est déjà moins plaisant. Si en plus c'est pas flou, vous n'allez pas être content, vous allez dire ouais, c'est un logiciel bidon. Et voilà. Et donc c'est pour ça que d'office, d'emblée, Lightroom applique une certaine netteté par défaut. D'accord? On va revenir sur mon dossier, sur ma collection. Donc maintenant on a compris donc, que la netteté, en fait c'est une question de contraste, en fait de luminosité. Donc je vais prendre un fichier, voilà, avec des détails. Voilà, ici c'est très bien pour expliquer ça. Je vais un petit peu assombrir le ciel, comme ça on verra un peu mieux les détails. Voilà, donc si vous avez une question, vous la notez sur un bout de papier et vous la gardez pour la fin. Je laisserai un bon quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, maintenant, donc, je vais zoomer très fort dans mon image pour vous expliquer donc qu'est-ce que la netteté. Donc là, vous voyez, on voit les pixels, donc les petits carrés. Vous voyez qu'on ne sait pas aller plus loin en niveau de zoom, mais c'est déjà suffisant pour comprendre. Alors, quand je vais sur l'onglet détails et que j'augmente le curseur, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on n'a fait que augmenter la valeur de luminosité d'un pixel voisin à l'autre. Donc quand vous voyez ici, on passe par exemple dans cette zone où il y a ma main, d'un pixel très sombre à un pixel un peu moins sombre, et puis il est plus clair. Et donc sur, allez, on va dire 10 pixels, vous voyez la distance que je parcours avec ma main, sur 10 pixels, on a une variation assez importante de luminosité. Vous voyez bien que là c'est clair et là c'est sombre. Eh bien, c'est ça qui donne l'illusion de netteté. D'accord? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, la netteté, ce n'est qu'une question de perception. Parce que si vous regardez l'image comme ça, elle vous paraît nette. Hein? Mais une fois qu'on zoome à fond, ben, c'est plus aussi net. Et donc, tout est lié à la distance d'observation de l'image. Quand vous voyez une image sur un immeuble, vous savez, les billboards, là, les grands panneaux, elle vous semble nette. Pourtant, allez voir de près, ou même aux abribus. Allez voir à l'abribus l'affiche, approchez-vous à 30 cm, vous allez voir ce qu'on appelle les dots. Ce sont des points, parce que contrairement aux pixels sur un écran qui sont carrés, en impression, on travaille avec des points, qu'on appelle des dots, et donc c'est tous des petits ronds l'un à côté de l'autre. Et donc là, vous les voyez, mais donc c'est pareil. Donc la netteté est fonction de la distance à laquelle vous allez regarder l'image. D'accord? Alors, il faut savoir que pour évaluer correctement sa netteté dans Lightroom, il faut travailler à... J'attends. Qui va me donner la bonne réponse? À quel niveau de zoom faut-il travailler pour vérifier la netteté? Et on a Facebook User qui nous dit 100%. Exactement. D'ailleurs, la petite fenêtre que vous voyez ici à droite, en fait, elle est à 100%. Vous pouvez en fait vous déplacer dans l'image ici avec ce petit curseur, vous voyez, et voir ici dans la petite fenêtre le résultat à 100%. Mais vous pouvez cliquer ici en haut, voilà, c'est plutôt ce que je vous conseille de faire, voilà. Et donc là, c'est comme ça que vous devez évaluer la netteté, en tout cas dans Lightroom, pour le web. On ne va pas rentrer trop dans le détail pour l'impression, mais il y a des niveaux de zoom différents aussi en fonction de la destination de l'image. Mais là, c'est très bien, comme ça, vous regardez, vous évaluez votre netteté à 100%. D'ailleurs, il me semble que dans les anciennes versions de Lightroom, il y avait une petite attention ici qui vous disait vous n'êtes pas à 100% et quand vous cliquez dessus, il vous mettait automatiquement à 100%. Eh bien, je vois que les élèves de la formation sont
sont au taquet et ils ont tous à 100%. Ok, vous avez tous 100%. Bravo. Voilà. Donc, revenons à ce que je disais. Donc là, évidemment, personne ne va aller s'amuser à aller zoomer comme ça dans l'image. Mais ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est comment agit la netteté. Ok? Donc regardez, si le gain est à 0, donc ça c'est le RAW, hein, voilà comment est votre fichier RAW. Et puis si je clique 2 fois sur gain, vous allez voir, Lightroom adapte automatiquement les paramètres pour donner déjà une certaine netteté. Et puis si vous montez, vous augmentez le contraste. Mais, alors vous allez me dire, mais si augmenter le contraste, ça augmente la perception de netteté, pourquoi on n'utilise pas le curseur contraste tout simplement? Hein? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ok? Donc qui peut me dire pourquoi je n'utilise pas contraste? Je viens de vous dire que la netteté, en fait, c'est une augmentation du contraste. Alors pourquoi il y a un curseur détail et un curseur contraste? Netteté égale micro-contraste. Voilà. Qu'est-ce que donc le micro-contraste? C'est des variations courtes. Vous avez deux types de variations dans une image. Donc qu'est-ce que j'entends par variation? Eh bien, revenons à nos moutons. J'augmente la netteté, donc vous avez vu que sur une courte distance, sur une dizaine, quinzaine de pixels, on passe d'un pixel presque noir à un pixel tout clair. Eh bien, quand vous avez ce phénomène donc de passage d'une lumière très sombre à très claire, très rapide, on parle de variation courte. Donc c'est ce qu'on appelle aussi, quand vous mettez du contraste, le micro-contraste. Alors vous avez au contraire des zones, par exemple le ciel. Voilà, si je viens zoomer dans mon ciel, là vous voyez, pourtant on est au même niveau de zoom, on voit les petits carrés, hein, ok? On les voit parce que je suis à 150 en été, mais vous voyez que d'un carré à l'autre, en fait, il y a très peu de variation. D'ailleurs, si je remets le gain à la valeur normale, vous voyez rien, vous voyez une zone lisse. Pourtant, elles ne sont pas 100% lisses, mais donc il y a des très légères variations de luminosité. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les variations longue. Ok? Donc, il y a sur une longue distance, hein, c'est comme on mesure, hein, sur 100 pixels, il y a eu peut-être que 10%, 20% de différence de luminosité. Et donc, tous les algorithmes présents dans Lightroom, ou même dans Photoshop hein, d'ailleurs, se basent sur cette notion. Pour eux, dans leurs algorithmes, c'est s'il y a en telle distance, il y a une variation d'autant de pourcents de luminosité, je renforce le noir, ou enfin j'assombris ou j'éclaircis le pixel voisin. Enfin voilà, en gros, c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de netteté. Mais pour revenir à ce que je disais avec le contraste, regardez, je vais augmenter une netteté à fond, ok? Regardez bien le résultat. Maintenant, je vais augmenter le contraste à fond. Curseur contraste, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une différence. Alors, pour que vous le voyez mieux, je me mets à cette échelle-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, si vous voyez qu'il y a également hein, cet effet. Regardez, hop. Cet effet d'augmentation de luminosité très localisé. Mais, vous avez une augmentation de la saturation. Donc, vous voyez bien que c'est hyper saturé. Hein. Regardez, si je remets un avant-après, c'est beaucoup plus saturé. Alors que si j'augmente la netteté, le détail, voilà, vous n'avez aucune augmentation. Là, j'ai mis à 150. Hein. Vous n'avez aucune variation colorimétrique. C'est-à-dire que l'algorithme de netteté, donc les curseurs de l'onglet détail, ne vont pas endommager la couleur. D'accord ? Donc ça, c'est important de comprendre. Donc, ils n'affectent que la luminosité. Soit ils éclaircissent des pixels, soit ils les assombrissent. D'accord? Donc, c'est pour ça que, en fait, augmenter le contraste donne une certaine impression de netteté, mais le problème, c'est que le curseur contraste classique en haut, dans Réglages, affecte aussi la couleur. Ils ne sont pas indépendants. D'accord? D'ailleurs, les autres réglages, parce qu'on a les curseurs qui sont dans l'onglet Détail, qui ajoutent de la netteté, mais on a également un groupe d'onglets qui s'appelle Présence. Un onglet qui s'appelle Présence dans lequel vous avez texture, clarté et correction du voile qui participe également à l'augmentation du contraste de l'image et donc à la sensation de netteté. Alors regardez, je mets texture à fond. Vous voyez que par contre, texture, lui, regardez l'histogramme d'ailleurs en haut, hein, on peut le voir à l'histogramme, vous voyez que
ça bouge, mais plus vers le haut. Ça n'étend pas l'histogramme à gauche et à droite. Donc lui ne joue pas sur la colorimétrie. Par contre, regardez clarté, l'image a tendance à s'assombrir. Vous voyez qu'il y a un glissement ici des pixels sombres vers la gauche. Donc clarté, effectivement, travaille plus sur les tons moyens, mais a une tendance à assombrir l'image. Et donc, vous remarquez aussi, du coup, il y a une espèce de baisse un peu de saturation. Donc, il y a des changements. Alors, correction du voile, lui, c'est le champion du changement colorimétrique. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. Attention, je ne dis pas que c'est un mauvais curseur du tout, mais quand il n'est pas utilisé avec parcimonie, voilà, vous voyez qu'il ajoute effectivement du contraste à l'image, mais au détriment également de la saturation. Alors, la texture, oui, on va revenir dessus par après, ne vous inquiétez pas, mais pour le moment, donc, on va s'attarder à l'onglet détail. Et chose importante, pour ne pas être distrait par la couleur, en fait, quand vous travaillez la netteté, il vaut mieux pas être distrait par la couleur. Eh bien, il faut savoir que si vous maintenez la touche Alt ou Option de votre clavier enfoncé, en maintenant les curseurs, en fait, je vais me mettre à 100%, voilà. Si vous maintenez Alt et que vous tirez les curseurs, vous pouvez évaluer le degré de netteté sans être gêné par la couleur, puisque la couleur joue un rôle distracteur. Idem pour le rayon, dont on va parler dans quelques secondes, en maintenant Alt, et pareil pour détail. OK? Le masquage également travaille en noir et blanc si vous appuyez sur Alt. Alors il faut savoir que la touche Alt dans Lightroom, c'est la touche magique en fait. Il y a chaque fois une fonctionnalité cachée avec la touche Alt. Alors, je réponds rapidement à la réponse de Pauline. Quand vous augmentez la netteté, comme je suis occupé à le faire, mais inévitablement, vous allez augmenter aussi le contraste des zones lisses. Donc je vous montre, si je monte le gain à 100, je vais assombrir plus le ciel, comme ça vous allez mieux voir. Donc je vais faire une rapide sélection de ciel avec les nouveaux curseurs sélection de ciel. Voilà, comme ça vous verrez mieux, je vais un peu assombrir, voilà. Alors, maintenant je vais zoomer dans mon image. Comme ça vous allez voir ce qui se passe dans les zones lisses. Voilà. Alors je zoome à fond, comme ça vous voyez bien. Donc, l'image à la base, elle est prise à 64 ISO, comme vous pouvez le voir ici. Donc 64 ISO, c'est vraiment l'ISO le plus bas, je crois qu'il y a 50, mais sinon sur certains boîtiers, mais on est vraiment sur de l'ISO natif. La photo à la base, si je vous le rappelle, elle était correctement exposée. Alt X pour vous montrer avant-après. Ils ont changé le raccourci pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc regardez, la photo elle est bien exposée, donc ce n'est pas le fait qu'elle est sous-exposée qui fait monter le bruit dans l'image. Alt X, voilà. Donc si je rezoome dans mon image, voilà, hop, vous voyez qu'il y a du grain. Et si j'augmente le rayon, voilà, vous voyez qu'en variant le rayon, j'augmente. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'augmente le bruit. Or, nous, ce qu'on veut, c'est renforcer les zones de détail, les zones de variation courte, je vous rappelle, donc qui varient rapidement d'un pixel à l'autre, mais pas les zones lisses. Les zones comme le nuage, l'eau, etc., on ne veut pas les impacter, quoi. Alors, j'essaye juste de masquer le commentaire, voilà, comme ça vous voyez mieux. OK? Donc, effectivement, netteté ajoute du bruit. C'est pour ça d'ailleurs que Lightroom a regroupé la réduction du bruit juste en dessous. Parce qu'en fait, ce que vous devez bien comprendre, ici ce ne sera pas un cours sur le bruit, mais si j'ajoute de la luminance, qu'est-ce que je fais? Je viens diminuer le contraste en fait. Donc vous vous rappelez les variations courtes, là on est dans des variations longues, mais on va se mettre dans une zone où il y a des forts détails. Voilà, regardez. Luminance, donc là le gain est au maximum de netteté, et si maintenant je viens lisser par-dessous ça, il lisse un petit peu entre. Donc il faut bien comprendre que la netteté c'est toujours un rapport entre l'augmentation de bruit et le détail. L'un, c'est un équilibre. En fait, vous ne pouvez pas avoir la netteté parfaite et le bruit parfait. D'accord? En travaillant de manière globale. On va bien sûr voir qu'après on peut travailler de manière localisée, ce qui nous permet justement d'optimiser
la netteté et la réduction du bruit par la même occasion. Mais sinon, nativement, si vous travaillez globalement comme je le fais ici, il faut trouver le bon équilibre. D'accord? Mais donc effectivement, augmenter la netteté, c'est augmenter le contraste entre deux pixels, que ce soit dans une zone de variation courte ou de variation longue. Et donc forcément, ça ajoute du bruit, même dans une image qui à la base est à 100 ISO. Je ne vous raconte pas, ou qui est à ISO natif. Donc je ne vous raconte même pas s'il y a du bruit dans la photo. Hein. D'accord? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. J'ai vu que quelqu'un posait la question des RAW Fuji. Alors, il faut savoir que les RAW Fuji, je vais vous montrer. Alors, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu. Donc ça, en fait, c'est évidemment une capture d'écran, hein, mais ça vous donne une idée, en fait, de ce que produit l'augmentation de netteté dans certains RAW de Fuji. Tout simplement parce qu'en fait, la dérotisation, c'est-à-dire le processus de dématrissage du fichier RAW, c'est-à-dire l'interprétation, elle n'est pas aussi bonne dans Lightroom, par exemple, que dans Capture One. Et donc, vous pouvez avoir, c'est lié en fait à la différence de type de capteur. Hein. Donc, il y a les capteurs avec matrice de Bayer et X-Trans. Fuji a opté pour le X-Trans, et donc il y a un peu ce problème de verre. Alors ici, évidemment, on est dans des réglages qui sont hors normes, hein, d'accord? C'est pas parce que vous êtes sous Fuji que vous ne pouvez pas travailler dans Lightroom. C'est juste que ici, je voulais vous mettre en évidence qu'en fait, ça produit ce qu'on appelle des espèces de verres, les worms, c'est-à-dire des espèces de petits S, des artefacts. Alors quand je dis artefacts, hein, c'est un mot que vous entendez souvent en photo, en traitement d'image, artefacts artificiels. Qu'est-ce qui donne donc un look artificiel à l'image? Évidemment ici, comme vous pouvez le voir, on a un peu ce problème. Donc pour ceux qui sont sur Fuji, il est recommandé en fait de ne pas trop pousser les curseurs de netteté et d'utiliser surtout la fonctionnalité de masquage qui est ici, qui permet donc de limiter l'application du bruit dans les zones de détail. Donc il faut y aller assez fort dans le masquage avec les RAW Fuji, et vous pouvez également travailler avec le curseur texture, hein, qu'on a vu précédemment dans les réglages de base, qui lui a tendance à moins accentuer ce phénomène de verre. Donc voilà, ça c'est pour les Fuji, c'est une petite particularité. Il faut comprendre maintenant que dans Lightroom, le travail de la netteté va dépendre de votre workflow. C'est-à-dire que si vous utilisez Lightroom et puis vous allez vers Photoshop pour terminer votre image, ou si vous utilisez uniquement Lightroom de l'entrée, donc depuis l'importation jusqu'à l'exportation, le workflow ne va pas être le même. Parce que si vous travaillez dans Photoshop, vous n'allez pas trop travailler la netteté dans Lightroom. Retenez bien ça, n'augmentez pas trop la netteté d'un fichier RAW si vous envisagez de beaucoup travailler encore dans Photoshop. D'accord? Alors si c'est juste pour aller enlever un poteau, un truc de ce genre dans Photoshop, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, si vous envisagez de faire encore du post-traitement sur la luminosité, les contrastes, voilà le mot important, c'est de nouveau les contrastes, vous allez plus abîmer votre image si vous avez déjà trop boosté la netteté dans Lightroom. D'accord? Donc retenez bien ça. Si vous avez un workflow Lightroom Photoshop, il vaut mieux ne pas trop augmenter la netteté. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça que Lightroom, ils ont quand même été intelligents, ils ont placé ça un peu dans le bas. Hein, alors qu'en fait, comme vous le savez peut-être, dans Lightroom, les réglages sont paramétriques, c'est-à-dire que en fait, c'est juste des instructions dans un fichier texte. Vous pouvez appliquer détail avant luminosité, exposition, ça ne changera rien. Au niveau du résultat visuel dans Lightroom, ça ne changera rien. Ce n'est pas le cas dans tous les logiciels. Hein, donc, c'est quand même bien d'avoir une bonne méthodologie du post-traitement. Et donc, moi, je vous recommande de traiter la netteté à la fin. Sauf certains cas particuliers, quand vous avez une photo qui est, entre guillemets, pas bonne, hein, je veux dire pas bien nette du tout. Okay, là, je parle d'un cas de figure normale, mais si elle n'est pas nette, il vaut mieux traiter ça, par exemple, avec des logiciels externes, des plugins tels que Topaz AI Sharpen AI, qui est donc un logiciel d'intelligence artificielle, etc., pour essayer de rattraper le coup. Parce que si la photo de base n'a pas de netteté suffisante, il ne faut pas rêver, hein, il ne va pas transformer un âne en cheval de course, un Lightroom, d'accord? Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine netteté de base, correcte,
D'accord? Donc la prise de vue reste quand même, n'oubliez pas, quelque chose d'essentiel, hein, la mise au point, etc. Grâce au logiciel d'intelligence artificielle, on arrive à rattraper parfois des choses qui sont un peu ratées. Alors pas complètement ratées, mais d'où on a un peu raté la mise au point. Mais ce ne sera pas le sujet de ce workshop aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Lightroom. Mais c'était juste pour vous expliquer que parfois, on peut le faire en amont. Hein, comme le débruitage aussi, si vous avez des photos bruitées, il vaut mieux les débruiter avec des XO Puro, par exemple, ou Topaz Windows, avant de commencer à traiter le fichier RAW. D'accord? Mais sinon, en règle générale, on va dire sur une photo qui est prise dans des conditions normales où vous n'avez pas raté votre mise au point, il vaut mieux travailler la netteté en dernier. D'accord? Oui, donc là je réponds vite fait à Sergio. Doit-on respecter l'ordre des curseurs dans les détails pour régler la photo? Non. Non, comme je viens de vous le dire, c'est paramétrique, mais c'est recommandé. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, ça ne fait aucune différence. D'accord? Puisque, en fait, c'est juste l'avantage dans Lightroom, vous voyez, on n'enregistre même pas le fichier, tout est écrit dans le catalogue, dans des fichiers XMP qui sont des fichiers de texte, etc. Et donc, en fait, ça n'a pas d'importance. Mais, dans une bonne méthodologie, suivez l'ordre des curseurs. Ils n'ont pas été mis là par hasard. Alors, donc, maintenant, je vais vous révéler un secret de Lightroom qui fait en fait changer d'algorithme. Donc, vous voyez ici, vous avez les curseurs gain, rayon, détail. Alors, pour ça, je vais venir rechercher mon petit schéma. Et donc, ce que je vais faire, regardez, je vais augmenter la netteté. Hop. Alors, comme vous le voyez, je vais zoomer un peu plus fort, si on sait, non, c'est pas plus. Donc, en fait, quand j'augmente la netteté, donc j'ai le bord ici. Le rayon, qu'est-ce qui se passe? Regardez. En fait, vous avez un pixel à gauche du bord qui s'assombrit et un pixel à droite qui s'éclaircit. D'accord? Maintenant, si je change le curseur détail et que je le mets à 100%, regardez. Vous voyez la différence? En fait, on a changé d'algorithme. Donc, retenez-le bien. Le curseur détail, en fait, est un changement d'algorithme. Il n'y a que dans les trucs de forum d'ingénieurs d'Adobe que c'est spécifié, ou dans les ouvrages de Jeff Skew, si vous connaissez, qui est un des ingénieurs de Camera Raw. Enfin bref. En fait, vous changez d'algorithme. Et c'est tout à fait différent, en fait, comme algorithme. Comme vous pouvez le voir, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a le pixel de gauche du bord qui s'est assombri, le pixel de droite qui s'est éclairci, mais ensuite, le suivant, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a de nouveau une alternance sombre-clair. Et donc, ce que ça fait, ça s'appelle, retenez bien le nom, un peu chinois, la déconvolution. Donc, la déconvolution, c'est un algorithme qui travaille différemment et qui n'est pas basé donc sur le même algorithme qu'on a vu précédemment, où c'est une augmentation de contraste. D'accord, il y a aussi une augmentation de contraste, mais vous voyez, elle n'est pas identique. Si je vous montre, je remets détail à 0 et que j'augmente la netteté, regardez, là j'ai mis le détail à 0. Et qu'est-ce qui se passe? Je fais un avant-après. Vous voyez, il y a juste le pixel de gauche et de droite qui ont changé de luminosité, et tous les autres, ils ont reçu la même luminosité. Vous voyez? Et donc, en fait, on ne distingue pas cette alternance sombre-clair que l'on a quand on augmente le détail. Ça, en fait, la déconvolution, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va renforcer l'impression de piqué. Comme je vous ai expliqué, tous les objectifs, en fait, ils sont pas, c'est jamais hyper net. Eh bien, la déconvolution, c'est, en quelque sorte, enlever le flou. Enlever le flou du RAW. D'accord? Donc, c'est pas pareil que augmenter le contraste de tous les pixels, comme on l'a fait avec le curseur gain, lorsque détail est sur sa valeur normale, que je remets ici. D'accord? Donc, en fait, vous activez un autre algorithme quand vous mettez le curseur à 100. Alors, ça, évidemment, c'est sur une image comme ceci, sans détail. Donc, on va voir maintenant ce que ça fait comme différence au niveau des pixels sur une vraie image. Voilà. Donc là, je vais mettre
détail à 0, j'augmente la netteté à fond. Je vais désactiver le masquage, voilà. Donc regardez, avant, après. Vous voyez l'augmentation de contraste. Maintenant, je vais faire pareil, mais en changeant d'algorithme. Détail à 100. Alors évidemment, il ne faut pas aller aussi loin. Hein. Vous avez vu que, du coup, entre guillemets, on peut aller beaucoup plus loin en netteté. Mais ce n'est pas conseillé. Hein. Cette netteté de déconvolution doit justement servir juste à déflouter. OK? Donc, si je fais avant, après, vous voyez, j'ai déflouté mon RAW. OK? C'est même plus facile à retenir déflouté que déconvolution. Alors, j'ai un petit sourire parce que, sauf avec un objectif à 2000 €. Alors là, je peux vous dire que l'objectif utilisé ici, je suis... voilà, c'est bon, c'est pas celui à 2000 €, mais j'en ai plein à 2000 €, même à 3000, et ça change rien, c'est pareil. Enfin, si, il y a des... On va dire que sur un objectif style à moins de 500 €, il est possible que du coup, vous voyez plus de différence. Mais même avec les tout bons objectifs, je vous assure que vous verrez ce phénomène et que vous devrez, retenez bien, tout fichier RAW doit être légèrement accentué. D'accord? Donc même si vous avez un workflow Photoshop après, il faut effectuer ce qu'on appelle la netteté de capture. Ça s'appelle en anglais capture sharpening, ok? La netteté de capture ou la netteté RAW si vous préférez. D'ailleurs, c'est ce que fait en quelque sorte Lightroom hein, par défaut, puisque je vous ai montré que le curseur détail, si je réinitialise tout en faisant un alt-click, vous voyez qu'il y a 40. Donc Lightroom ne me laissera jamais avec un fichier RAW qui n'a pas du tout de renforcement, sauf si je lui dis, moi, non, c'est moi qui gère. Et donc, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il met le détail par défaut, donc vous pouvez essayer, à 25. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est à 25? Eh bien, il y a un mélange des deux algorithmes. Donc, 75% d'un algorithme et 25% de l'autre. Donc, je répète, quand vous êtes à 100%, vous êtes en netteté de capture, ce qu'on appelle donc la déconvolution. Quand vous êtes à 25, ce que je vous conseille, ne vous mettez pas à 0, sinon vous ne verrez presque pas l'effet de netteté, vous êtes en netteté dite de contraste. Alors, c'est là que c'est important. Si vous travaillez votre netteté dans Photoshop, donc que vous continuez ensuite votre traitement dans Photoshop, je vous conseille de ne faire que la netteté de capture. N'ajoutez pas de la netteté de contraste. D'accord? Donc moi, systématiquement, si je travaille ma netteté, je mets tout de suite le curseur détail à 100 et ensuite, je vais augmenter très légèrement le gain. Alors évidemment, il faut se mettre à 100%. D'accord? Et rayon. Qu'est-ce qui vient jouer là, le rayon? Le rayon, il va de 0,5 à 3. OK? Alors, pour mieux comprendre ce que fait le rayon, en fait, c'est pas très compliqué. Comme son nom l'indique, je vais me mettre à 1600%. Voilà. Donc, le rayon, regardez, en fait, il part de 0,5 à 3. Donc, si je me mets à 1, ça veut dire que un pixel de chaque côté est renforcé. Hein, donc, sur lequel vient s'appliquer donc des différences de luminosité. Voilà. Et là, si je vais mettre l'algorithme à fond. Donc là, en fait, de 3 pixels à gauche du bord et 3 pixels à droite du bord sont impactés donc, par une différence de traitement de luminosité. Donc c'est ça le rayon en fait. Est-ce que ça s'applique uniquement aux fins détails ou légèrement plus large? Alors ok, c'est très théorique tout ça, mais en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, si vous avez un objectif à bon piqué, ça veut dire que vous avez beaucoup de détails déjà dans l'image de base, vous allez mettre le rayon le plus faible, qui est 0,5. Si vous avez un objectif moyen de gamme, vous allez mettre typiquement 1. Et si vous avez un objectif pas très bon, eh bien vous allez augmenter ce rayon, peut-être jusque 2, pour rattraper en fait le manque de netteté RAW de base, d'accord, de l'objectif. D'accord? Donc voilà. Donc ça c'est dans le cas où vous travaillez dans Photoshop. D'accord? Alors je vais vous montrer donc le workflow Photoshop que je vous recommande de suivre. Voilà. Si vous travaillez dans Photoshop, et j'arrêterai après pour vous montrer celui dans Lightroom. Voilà. Donc, quand vous passez de... Ah oui, on n'a pas encore vu accentuation, on en parlera après, accentuation des détails. Voilà. Donc, la première étape, c'est la deuxième, mais on parlera après en détail de la première.
c'est la super résolution, c'est un cas particulier. La netteté RAW. Alors, jamais, quasi jamais, je vais au-delà de 40. C'est même plus souvent 30, 20, 30. Il ne faut pas que ce soit hyper net. Si votre but est de travailler dans Photoshop ensuite, il faut juste appliquer, déflouter votre RAW pour ensuite y aller plus à fond dans Photoshop. Ok? Je vous ai dit donc le rayon très faible si vous avez un bon objectif, plus élevé en fonction de la qualité s'il est de moins bonne qualité. Le détail, ben vous le mettez à 100, c'est pour activer l'algorithme. Et le masquage, alors très important, pour de la netteté RAW, vous mettez le masquage à 0. D'accord? Parce que quand vous faites du masquage, vous perdez de la netteté dans les zones qui en ont besoin aussi. D'accord? Donc là, si vous voulez vraiment la netteté optimale dans votre fichier, d'accord? On ne parle pas des photos pour aller mettre sur Instagram, d'accord? Qui vont être regardées sur un petit écran. Non, on parle pour des grands tirages, etc. Tout ça a vraiment de l'importance. Sinon, honnêtement, ça n'a aucune importance. D'accord? Je vous rappelle au début de l'atelier, je vous ai dit, tout dépend de la distance d'observation. Alors, ensuite, après cette netteté RAW, donc on active, voilà, comme je vous l'ai dit, en bougeant le curseur détail à 100, vous changez d'algorithme, vous êtes en déconvolution. Ensuite, vous passez dans Photoshop, d'accord, en RAW ou pas, et ensuite vous allez travailler l'étape qu'on dit de netteté créative. Alors, ce sera pareil dans Lightroom. Hein. Donc, on va avoir 3 étapes dans le travail de la netteté. Donc ça, vous pouvez le noter. C'est vraiment, que ce soit dans Lightroom ou Photoshop. Vous avez la netteté dite de capture. Donc, c'est la netteté qui, entre guillemets, défloute votre RAW. Ensuite, vous avez la netteté dite créative. C'est quoi la netteté créative? C'est vous qui choisissez, entre guillemets, où vous allez mettre plus de netteté. Donc on pourrait dire le premier c'est la netteté globale, et puis vous allez utiliser de la netteté créative pour mettre par exemple en valeur votre sujet. Votre sujet en règle générale, sauf certains cas abstraits ou flou artistiques, le sujet normalement est ce qui doit être le plus net dans votre photo. Le but c'est pas de toujours rendre tout net, d'accord? L'arrière-plan doit être moins net que l'avant-plan, d'accord? Parce que dans la vision humaine c'est pareil. Et donc, c'est ça qu'on appelle la netteté créative, c'est-à-dire utiliser par exemple des filtres, la sélection de sujets, etc. Travailler de manière localisée, ça c'est ce qu'on appelle netteté créative. Ensuite, viendra une troisième étape, troisième et dernière étape, qui est, pendant que ça tourne, je vais essayer de deviner, la netteté de sortie, que ce soit là on est dans le workflow Lightroom Photoshop, mais vous allez voir que c'est pareil à certains niveaux dans Lightroom. La netteté de sortie, donc c'est au moment où vous exportez. Si vous exportez pour Internet en JPEG, eh bien, vous n'allez pas appliquer la même netteté que si vous sortez un fichier pour l'impression. Ou même parfois, même quand c'est pour le web, si c'est pour votre site Internet, si c'est pour Flickr, chacun de ces plateformes web ont des taux de compression différents. Et donc forcément, vous allez devoir jongler avec ça, on va en parler après, mais donc, retenez. 1. Ici, je sais bien que c'est le 1, c'est accentuation des détails, j'ai oublié d'en parler en fait, mais pour l'instant, laissez ça entre parenthèses. 1, appliquer un peu de netteté globale. D'accord? Ce qu'on va appeler la netteté de capture RAW. Ensuite, travailler de manière... Alors, on avait vu, donc, quand on travaillait de manière globale, certains d'entre vous l'avaient remarqué, ça augmente le bruit. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas trop augmenter la netteté globale. Il vaut mieux l'augmenter un petit peu pour déflouter votre fichier RAW. Et puis, vous allez aller travailler de manière localisée, où vous pourrez aller plus loin dans la netteté, parce que vous allez protéger, par exemple, les zones lisses. Vous allez appliquer la netteté qu'au sujet, et par exemple, le ciel, vous allez même peut-être le débruiter, ajouter un peu de luminance, ou le plan d'eau, pour avoir un contraste de netteté lissage. D'accord? Donc ça, c'est la partie netteté créative, donc on pourrait aussi dire localisée, et puis, il y a toujours besoin, en général, d'une netteté de sortie, en fonction de la destination. Et ça, c'est dans Photoshop au moment où vous enregistrez votre fichier, ou dans Lightroom quand on l'exporte. D'accord? Alors, je laisse continuer la petite vidéo pour vous montrer là le flux de travail uniquement Lightroom. Donc si vous travaillez que dans Lightroom, vous n'allez pas appliquer de la netteté de capture. Puisque je vous rappelle, la netteté de capture, donc quand on active le curseur à 100, qui active donc la déconvolution, ça le but c'est, vous ne pouvez plus aller plus loin, vous ne pouvez pas aller très loin. D'accord?
Le but, c'est de sortir le fichier vers un autre logiciel qui, lui, en fin de traitement, va travailler la netteté. Donc, si vous faites que du Lightroom, que vous voulez sortir de Lightroom le fichier, alors vous allez travailler en netteté de contraste. D'ailleurs, c'est pour ça que probablement vous n'avez jamais, les trois quarts d'entre vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire de déconvolution. C'est parce que c'est à destination des photographes qui ont un workflow Lightroom Photoshop. D'accord? Où on va travailler la netteté en fin. Et donc là, vous allez appliquer ce qu'on appelle de la netteté de contraste, c'est-à-dire le curseur, vous allez le laisser à 25, le curseur détail qui modifie l'algorithme, et vous allez monter. Alors, n'allez pas trop loin. D'ailleurs, dans Lightroom, si je me rappelle bien, il y a du rouge, hein, si vous allez trop loin. On va prendre une fois une autre image, voilà. Donc, vous voyez ici, dans Gain, il y a du rouge, c'est pour dire, oh là, tu vas trop loin. Donc, rarement aller au-delà de 70, 80, à tout casser, quoi. Et là, si vraiment votre fichier en a besoin, hein, d'accord? Et aussi, important, si votre fichier est à bas ISO, hein, ok? Au plus vous avez un fichier bruité, au moins vous pouvez vous permettre d'augmenter le curseur de détail. Hein. Ça, je vous l'ai montré là tantôt, ça ne va pas faire la part entre le bruit et le non-bruit, hein, d'accord? Donc, revenons au workflow. Donc, netteté de contraste. Vous allez utiliser éventuellement le masquage pour protéger les zones lisses. Hein, donc, je vous montre, puisque je ne l'ai pas encore montré. Donc, si par exemple ici, alors je vais déboucher un petit peu, là, c'est une photo de Amsterdam. Voilà, on va déboucher un peu les ombres. OK. Voilà. OK. J'ajuste le point blanc. OK. Donc, je vais me mettre à 100%, tel que recommandé. Voilà. Donc, ici, regardez, j'ai un beau ciel bien uni. Et donc, si j'augmente détail, voilà, imaginons que maintenant, j'y vais trop à fond. Donc, ici, c'est bien, voilà. Et là, on va zoomer maintenant à 1600. Et du coup, vous voyez que mon ciel devient bruité. Et imaginez, vous envoyez ça encore dans Photoshop, après vous faites encore des courbes, etc. Parce que vous allez changer un peu d'avis sur la luminosité. Et ça va être la catastrophe. Votre ciel, il va terminer tout pourri en termes de pixelisation, de postérisation des pixels. D'accord? Donc, c'est là que le masquage peut intervenir. Vous appuyez sur Alt, vous voyez que l'image est toute blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, il applique le réglage de netteté partout. Et au fur et à mesure que vous voyez du noir apparaître, d'ailleurs vous voyez des taches, c'est les zones en noir qui sont protégées, c'est-à-dire qui ne seront pas impactées par le réglage de netteté. Donc attention évidemment aussi si vous allez trop loin, ben, vous n'avez plus de netteté quasiment. Hein. Donc ça, il faut trouver aussi l'équilibre entre les deux. Donc ça c'est dans l'éventualité où vous voulez travailler de manière globale. Mais moi personnellement je ne travaille pas comme ça. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Maintenant j'ai zoomé à fond, regardez. J'applique le masquage. Regardez ce qui se passe. Hein. Il ne protège pas que les zones lisses, pas que le ciel. Il est en train de me faire perdre des détails quand même dans l'église. Alors moi, qu'est-ce que je fais à la place? Je n'utilise pas le curseur masquage. Je travaille ma netteté, par exemple, de manière globale, un peu. Donc voilà, 70 par exemple. Et puis, je vais venir faire une sélection du ciel. Ici, sélectionner le ciel. Hop. J'appuie sur O pour voir que mon ciel est bien sélectionné. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller sur bruit et je vais le lisser à mort. D'accord? Et donc maintenant, regardez si je zoome. Je désactive le masque, vous voyez, il n'y a aucune différence quasi. Alors que si maintenant je vais dans mon ciel, regardez, là, désactive le masque, vous voyez la différence. Je ne sais pas si vous le voyez bien dans la vidéo, mais vous voyez, mon ciel maintenant, il est plus propre. D'accord? Donc, vous voyez que, oui, le masquage, c'est un bon curseur. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un bon curseur, mais maintenant, il y a des outils plus performants dans Lightroom, depuis Lightroom 2022, de masquage. Justement, on peut aller masquer les zones lisses. Alors, évidemment, si c'est un plan d'eau, il faudra peut-être le faire au pinceau, mais c'est ça que j'appelle donc la netteté créative. Vous appliquez un peu de netteté globale, hein, typiquement, moi, je vais rarement au-delà de 50. Hein, et puis, je vais venir travailler de manière localisée ma netteté. Donc, soit vous sélectionnez le sujet, donc je dézoome. Ici, il faut voir s'il y arrive. Voilà, j'essaye par exemple de sélectionner le sujet. Qu'est-ce qu'il me trouve? Oh, ouais, bon, il a trouvé un peu l'église. Il faudrait compléter, mais vous voyez que, bon, dans pas mal de cas, il y arrive. Et donc, par exemple, je vais ajouter la netteté
juste sur mon sujet, ici avec le curseur localisé. Hein? D'accord? Comme ça, je n'impacte pas le reste de l'image. Et du coup, c'est mon clocher qui, entre guillemets, va paraître plus net que tout le reste. C'est là que je veux qu'on regarde dans ma photo. C'est pas le ciel, vous voyez? Ou même les bâtiments sur le côté, ce ne sont que des lignes directrices pour amener vers le sujet. Donc ça, c'est ce que j'appelais la phase de netteté créative. Donc vous allez travailler de manière localisée avec des masques, etc. Donc retenez, vous ajoutez un peu de netteté globale. Vous allez ensuite travailler de manière localisée en renforçant la netteté sur le sujet, de manière localisée, comme je viens de vous le montrer, et vous allez un peu lisser l'arrière-plan pour justement augmenter cette perception nette floue. D'accord? Je vais vous montrer un autre exemple, ici avec un martin pêcheur. Voilà. Donc de nouveau, ISO 64. Alors, j'espère qu'il n'y a pas encore de masque. Ah, il y avait déjà des masques. Je vais les virer. Hop. Voilà. Donc, je vais... là, je pars dans un workflow Lightroom. Lightroom only. D'accord? Donc, j'ai fait mon traitement, on va dire que là, j'ai éclairci l'image, etc. J'ai déjà fait quelques petits réglages de base, vous voyez. Donc voilà, mon réglage est fini, etc. Vérifiez que les aberrations chromatiques sont cochées, hein, comme dans le live, le direct de mercredi. Sinon, vous avez des franges de couleurs sur les branches, c'est pas très joli. Et donc là, je vais dans l'onglet détail. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se met à 100%. D'accord? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est mon sujet. Voilà. Donc là, à la base, si je remets 0, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas trop mal, mais ça manque de netteté. Donc, comme je suis dans un workflow, ici, Lightroom Only pour vous, je vais donc travailler juste la netteté globale. Donc, qu'est-ce que je vais surveiller? J'appuie sur Alt et je vais surveiller qu'il n'y a pas de bruit qui apparaît trop dans l'arrière-plan. C'est ça que je surveille aussi. J'augmente la netteté, là, ça va. OK? Alors, c'est un bon objectif. Hein, c'est le 200-400 série S, 3000 €. Donc, voilà, donc je mets le rayon à 0,5. Hein, vous voyez, ici, le rayon. Je ne veux pas trop augmenter le bruit dans l'arrière-plan. Pas besoin de masquage, comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que si j'augmente le masquage, regardez, oui, ok, le fond devient noir, mais regardez, il y a plein de parties du martin pêcheur qui deviennent aussi noires. Or, moi, je veux la netteté maximale sur mon sujet. Donc, voilà. On fait un petit avant-après. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Ça, c'était donc l'étape 1. Netteté globale, défloutage de l'image, du RAW. Ensuite, je vais travailler de manière localisée. Donc là, hop, sélection du sujet. Hop. J'appuie sur O pour vérifier. Nickel. Bon, la branche, je ne la veux pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'enlève. Je vais soustraire cette zone. Simplement, ici, avec un dégradé linéaire, ça va aller très vite. Hop. Voilà. Voilà. La branche, bon, elle peut avoir un peu de netteté. Sinon, ça va faire bizarre que le martin, il est très net et la branche sur laquelle il repose, elle est dans le même plan de profondeur de champ. Donc, je vais laisser comme ça. OK? J'appuie sur O. Et maintenant, je me remets à 100%. Et là, maintenant, je vais ajouter de la netteté. Voilà. Donc là, je suis à 100. On va faire un petit avant, après. Alors, si vous trouvez que l'effet n'est pas assez fort, eh bien, vous pouvez dupliquer ce masque. Parce que là, vous voyez, je suis à 100. Je ne sais pas aller plus que 100. Mais par contre, j'ai le pouvoir de dupliquer le masque. Alors, ne dupliquez pas juste les parties composantes du masque, sinon, en fait, c'est le masque parent, donc ce qui est en haut, qui va déterminer le réglage. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de venir dupliquer 2 fois sujet. Ça ne va pas augmenter 2 fois la netteté sur le sujet. Par contre, si je duplique le masque complet, donc je viens ici et je fais dupliquer masque 1, hop, il a additionné la netteté. Et je peux, si j'ai envie, comme ça, en ajouter autant que je veux. 3. Et on va même en ajouter un 4e. Voilà. Alors maintenant, on va faire un petit avant, après, juste des masques. D'accord? Alors je suis certain que quand je le faisais, vous ne voyiez pas la différence. Alors je vous avoue, peut-être dans la vidéo, je vais mettre le plein écran, vous n'avez pas besoin
de voir ma tête. Ma tête pas nette. Donc je vais désactiver, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est dans la vidéo évidemment, ça se voit moins bien. Je vais encore exagérer, je vais encore dupliquer. D'habitude je n'en fais pas autant, hein. C'est juste ici pour que vous voyez l'effet. Voilà. Et donc là, j'ai appliqué de la netteté que sur mon sujet. Et si je veux, je peux même ajouter, hein, je voulais en parler tantôt, de la texture qui a encore des plus fins détails et qui, lui, n'endommage pas les couleurs, hein, contrairement aux autres curseurs de contraste. Et donc, regardez, voilà. Bon, évidemment, j'aurais dû le faire à la base, parce que maintenant, évidemment, je dois aller le faire. Voilà, ici, vous voyez que ça se marque. Hein. Alors, vous n'avez peut-être pas l'impression que l'effet s'additionne, mais je vous encourage à essayer par vous-même. Vous allez voir que, en fait, ça s'additionne. Le plus 100, etc., s'additionne. En netteté, vous allez voir que c'est assez tempéré, l'augmentation, mais en faisant 4, 5 comme ça, vous allez vraiment obtenir la netteté optimale sur votre sujet. Et maintenant, mon arrière-plan, il est bien. Ok? Il est resté intact. Mais si je voulais encore accentuer, donner l'impression que Martin Pêcheur, il est plus net, eh bien, il me suffit d'enlever encore un peu de netteté de l'arrière-plan cette fois. Et comment je vais sélectionner l'arrière-plan? Hein? Comment je peux sélectionner l'arrière-plan? Est-ce que c'est le ciel? Est-ce que je peux faire sélection de ciel? Inverser, Facebook User. Dommage que je ne connais pas ton nom. Et voilà. Masque inversé. Chantal, toujours au taquet. Ouais là là, mais on a les pros ici. Hein. Inversé. Mais oui, évidemment. Donc maintenant, Lightroom, au cas où vous ne le sauriez pas, permet d'inverser le masque. Donc des fois, quand vous devez faire une sélection de l'arrière-plan. Alors, vous essayez sélection de ciel, mais il ne reconnaît pas le ciel. On peut essayer. Hein. Regardez, sélectionner le ciel, qu'est-ce qu'il va me dire? Aucun ciel détecté. Il n'a pas trouvé le ciel, il ne comprend pas, lui. Ah, zut, ben non. Vous sélectionnez le sujet, et puis vous inversez ce masque. Alors, comment on fait ça? Ben, c'est simple, vous avez 3 petits points à côté du masque, à droite. Vous allez, et il y a une case dupliquer, le masque qu'on a appliqué là tantôt, mais il y a aussi dupliquer et inverser. Donc, maintenant, ce qui est blanc va être impacté, ce qui est noir va être protégé. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser luminance. Alors ici, c'est juste bruit. Donc, vous avez remarqué aussi que les curseurs locaux sont plus simplifiés que les curseurs globaux. Vous avez tous différents sous-réglages. En fait, netteté, il applique un peu de netteté de capture. J'ai fait des tests, etc. Mais je ne vais pas m'étendre dessus. Ici, pour ce workshop-là, ça suffira. Je ne vais pas vous compliquer trop. Vous faire trop de bourrage de crâne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets à 100%. Je vais à côté de mon Martin Pêcheur et je vais augmenter le bruit. Alors, augmenter le bruit, c'est augmenter la réduction de bruit. Hein, d'accord? C'est pas augmenter le bruit, hein, vous avez bien compris. Regardez, alors je ne sais pas si... Alors, on va juste activer. Bon, moi je le vois. Faites-moi confiance. Je vais en ajouter un. Je vais le dupliquer. Dupliquer normal. Voilà. Hop. Je ne sais pas si vous le voyez bien. L'idéal, c'est que vous fassiez vos tests vous-même. Parce que dans la vidéo, c'est compressé. Mais je vous assure que maintenant, mon arrière-plan, il est super lisse. Et du coup, comme il est plus lisse, eh bien, mon Martin Pêcheur, il paraît beaucoup plus net. Vous voyez ici, regardez, avant, après. Et ça, c'est un avant-après, avec aussi l'ajout de netteté globale. Hein. Maintenant, on va les mettre en comparaison. Donc, pour ça, j'appuie sur Y. Ah oui, le problème, j'ai fait le traitement de netteté. Donc, il faut que je revienne dans une étape de l'historique. Donc, où est mon historique ici? Voilà. Donc, je vais revenir. J'aurais dû créer un instantané. Vous voyez que parfois, les instantanés, ça peut encore servir. Donc, accentuer le rayon, supprimer l'aberration chromatique. Voilà, ici. Avant et après. Mais donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est pas fini la netteté. Vous vous rappelez, il y a 3 étapes. Hein? Exporter, netteté d'entrée, la netteté donc de capture, la netteté dite créative localisée, et maintenant la netteté de sortie. Et ça, on le règle où? On le règle dans l'export. Donc on va dans Fichier, Exporter, et là, vous allez l'exporter, par exemple, on va partir sur une exportation pour le web, donc pour Internet.
Alors je vais arrêter la bannière défilante là parce que ça me fait un peu, un peu mal aux yeux. Voilà. Donc, quel format? JPEG, qualité maximale, puisque si... Alors ça va dépendre si vous l'exportez pour votre site internet ou pour un réseau social. Si c'est pour un réseau social, vous vous en foutez. Ce n'est pas votre bande passante. Vous ne payez pas les serveurs. Donc, vous mettez la qualité maximale. D'accord? Si c'est pour votre site internet, il faut que votre image soit suffisamment légère et donc il faut un peu la compresser en qualité. Malheureusement, on n'a pas le choix. Je vous rassure, les réseaux sociaux, ils ne s'en privent pas. Hein. L'espace colorimétrique, pour ceux qui ont vu la leçon 1 aujourd'hui, ceux qui ont commencé la formation aujourd'hui sur les espaces colorimétriques, vous le savez, c'est le SRVB pour le net. Pour Internet, c'est SRVB. D'accord? Ça ne sert à rien de mettre Adobe RVB, Profoto. Pour le net, c'est SRVB. Sinon, vous allez avoir des surprises parce que les navigateurs n'interprètent pas le Profoto et vous allez avoir des couleurs bizarres. Ok? Bon, ça, c'était l'histoire des paramètres. Alors, le redimensionnement. Alors, je vais redimensionner le bord le plus large. Je mets toujours le bord le plus large. Pourquoi? Parce qu'en fait, si la photo est en portrait, je n'ai pas envie d'avoir d'autres mesures. D'accord? Facebook recommande de mettre 2048 pixels de large. C'est ce qui est dans les recommandations. Où ils assurent, je dis bien ça c'est la théorie, hein, de moins compresser votre image. Je vous avoue, j'ai fait des tests, des multiples tests, ça ne change pas grand-chose. Mais bon, bref, il vaut quand même mieux faire ce que eux recommandent. Donc, on va mettre 2048. La résolution, le web, ça n'existe pas. Ok? La résolution, on s'en préoccupe que pour l'impression. D'accord? Donc, vous ne prenez pas la tête. Ce qui compte sur le web, c'est le nombre de pixels de l'image, ce qu'on appelle la définition, pas la résolution. C'est un mythe, ça, qu'il faut changer la résolution pour le web. Et voilà donc notre fameux réglage de sortie, netteté de sortie. Alors, vous avez netteté donc pour sortie vers écran, pour le web c'est le cas, papier mat et papier brillant, parce que vous voyez en fonction, donc pour l'impression. Et vous avez 3 niveaux de réglage de netteté. Faible, standard, élevé. Alors le problème de Lightroom, c'est que vous n'avez pas de prévisualisation. Contrairement à Photoshop, vous pouvez prévisualiser hein, dans la fenêtre d'exportation. Vous voyez, ah si je mets faible, ça va donner ça, si je mets fort, etc. Pas possible dans Lightroom. Donc qu'est-ce que moi je vous conseille de faire, et c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est on va exporter dans les 3, même dans les 4. D'accord? Comme ça, on va pouvoir ensuite comparer. On ne va pas faire 1, puis sortir, et puis 2, et comparer, etc. On va créer ce qu'on appelle un paramètre prédéfini d'export. Donc, on va se mettre d'abord sur rien du tout, sur faible, voilà, pour écran. Et vous allez ici, à gauche, dans Ajouter. Voilà, et on va dire netteté web. D'accord? Dans le dossier paramètres prédéfinis de l'utilisateur, voilà. Ok, c'est très bien. Voilà. Et donc, oui, j'aurais dû le renommer faible. Voilà. Netteté web faible. Ok. Alors, je vous rassure, vous devrez faire ça qu'une fois. Une fois que vous les avez créés, après, tout sera automatisé. Alors, je change. Je mets standard. Hop. Ajouter. Dans le dossier paramètres prédéfinis. Cette fois, donc, standard. Hop. Voilà. Et, vous avez compris, élevé, ajouter, hop, élevé. Et pourquoi pas un sans rien du tout. Voilà. Ajouter. Donc là, j'ai décoché netteté. Netteté web, 0. Voilà, je vais marquer 0. Je ne suis pas très inspiré. OK. Et donc, maintenant, il ne vous restera plus qu'à cocher. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et donc, vous voyez maintenant, il y a marqué exportation par lot. Alors, il va vous demander où vous voulez l'exporter. Hein? Voilà. Donc, si vous voulez mettre votre filigrane ou pas, ça c'est autre chose. Voilà. Et donc, maintenant, il va me le mettre sur le bureau. Donc, je vais sélectionner un dossier par an pour pas qu'il soit éparpillé n'importe où. Je ne vais pas les placer dans un sous-dossier, sinon il va avoir chaque fois un sous-dossier. Je vais l'exporter que dans un dossier global. Je vous rassure, il faut faire ça qu'une première fois. Donc, sélectionner sur mon bureau. Là, je vais mettre test, netteté, voilà, hop, vite fait.
créer. OK, sélectionner. Et c'est parti mon kiki. J'ai pas vérifié si ensuite il met affiché dans l'explorateur ou le Finder, donc vous voyez l'opération en cours ici. Voilà, et donc, hop, je change d'écran. Voilà, vous avez, donc, hop, qu'est-ce qui se pose? Type. Ah non, en icône, pardon. Voilà, vous avez donc, voilà, vos 4 images qui sont prêtes à être sorties. Et donc, vous pouvez, à ce moment-là, maintenant, venir regarder une par une, voilà, en passant avec les flèches du curseur, et évaluer. Alors, je me doute très bien que vous, dans la vidéo, vous n'allez pas voir la différence, hein, d'accord? Donc, si vous voulez, je les publierai également sur le groupe Facebook pour que vous voyez ou testez par vous-même. Et donc, en fait, ça nous permet de gagner énormément de temps parce que vous avez vu maintenant, chaque fois que je vais faire un export, je vais dans Fichier, dans Lightroom, Exporter, Command Shift E pour aller plus vite. Je coche ici tout ce que je veux, voilà, et hop, c'est exportation, et voilà, hein, c'est tout. Les JPEG sont générés en quelques secondes et vous pouvez donc comparer. C'est-à-dire que vous allez publier par exemple sur Facebook et vous allez publier en privé. Donc au cas où vous ne le sauriez pas, vous pouvez publier juste pour vous. Dans les paramètres de confidentialité au moment de la publication, vous choisissez moi uniquement. Et vous regardez comment Facebook compresse votre image. OK ? Et vous lui donnez les 4 images et vous regardez laquelle ressort le mieux. Et vous verrez, parfois, ça dépend du type d'image. Si c'est une image qui a beaucoup de détails ou pas, je ne peux pas vous dire que c'est standard qui va mieux donner, il faut tester. OK ? Donc si vous voulez vraiment la meilleure netteté, testez, vous sortez les fichiers comme je viens de le faire, vous les publiez tous les 4 versions, donc sans netteté, gain faible, gain moyen et gain élevé, et vous regardez laquelle a le meilleur piqué. Après compression. Et comme c'est une fois que vous avez déterminé la bonne, vous pouvez publier publiquement et vous avez la meilleure des 4 versions. Sinon, vous ne saurez jamais que vous aurez peut-être pu obtenir mieux. Voilà. Oui, parce que, comme le dit Benjamin, Facebook compresse les images méchamment. Donc, en règle générale, il faut savoir qu'une image publiée sur Facebook a moins de netteté que ce que vous aviez comme résultat dans votre Lightroom. D'accord? Ou même votre Finder ou quoi que ce soit. En général, moi je remarque que c'est plus souvent élevé qui fonctionne le mieux. Par contre, si je mets la même photo sur Flickr, en élevé, elle paraît trop piquée. C'est-à-dire elle est trop croustillante. Il y a, dont on parlait plus tôt, les artefacts, donc l'impression de choses artificielles. On voit qu'il y a quelque chose qui est artificiel dans la netteté. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de sortir les 4 paramètres. Donc ici, ce n'est pas le Lightroom avec lequel je travaille principalement, ou sinon dans mon autre Lightroom sur l'autre ordi, ils sont créés et hop, vous voyez, c'est rapide. Hein. Une fois que vous les avez créés, vous avez vos 4 fichiers. Et vous pouvez faire pareil si c'est pour l'impression. Hein. L'impression, on recommande typiquement d'ajouter 15 à 20% de netteté en plus que pour le web. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut passer de carrés, pixels, à des ronds. Et donc forcément, je vous montre ça ici, on perd un petit peu de netteté au passage. Alors, si j'y arrive, hop, annuler. Ah, c'est parce que j'ai une fenêtre ouverte. Ouais, c'est la NASA ici. Hop, j'ai des écrans partout. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer là? C'est le résumé. Ah, voilà. Vous voyez, donc, en fait, pour arriver, comme en impression, ce sont des dots, donc des points, eh bien, vous voyez qu'il doit remplir de carrés. Donc, il faut qu'il y ait plus, en fait, de netteté pour que ce soit plus défini. C'est pour ça qu'en règle générale, on vous recommande d'accentuer un peu plus un fichier pour l'impression que pour l'écran. Parce que sur votre écran, ça paraîtra même un peu trop piqué, mais je vous assure qu'après à l'impression, ce sera juste nickel. Voilà. Alors, je vais masquer ton commentaire. OK. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la déconvolution, je vous recommande le site de Roger Clark. C'est un photographe qui travaille pour la NASA, c'est pas des blagues, et qui explique tous les algorithmes. Enfin, c'est passionnant si vous comprenez l'anglais. Il est vraiment loin, quoi. Si vous voulez savoir un petit peu
toutes ces histoires d'algorithmes dont j'ai parlé au début. Il fait des comparaisons entre toutes les méthodes de netteté, de Photoshop, de Lightroom, etc. Voilà, voilà. Voilà. Donc, il y a juste encore un truc dont je n'ai pas parlé et qui figurait en 1, vous avez vu dans ma méthode de post-traitement, dans mon workflow, c'était le 1, accentuation des détails. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Avant de passer à la netteté, il peut, si vous le voulez, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez en fait augmenter artificiellement la résolution de votre image. C'est ce qu'on appelle la super résolution. Et donc, je vous montre, il suffit de sélectionner une photo, prenons celle-ci, et vous allez dans Photo, Accentuer, et là, en fait, il va appliquer une super résolution et augmenter en même temps les détails. Et donc, je vais faire Accentuer, vous voyez ça. Alors, c'est assez lourd comme traitement. Ça crée, attention, ça crée une copie du fichier. Donc, vous allez avoir un nouveau RAW qui est au format DNG, le format RAW d'Adobe. Mais donc, vous avez une copie. Ça, c'est un des avantages de cette méthode, c'est que vous vous retrouvez avec deux fichiers. Voilà. Donc, il les a empilés. Vous voyez qu'il y a deux marqués ici. Et on va les comparer. Donc, je les mets côte à côte. Hop, C. Alors, vous voyez à ma gauche, celui avec accentuation, et à ma droite, celui sans accentuation. Vous allez me dire, bon, là, à ce niveau de zoom, on ne voit pas la différence. OK. Alors, il faut savoir que le fichier d'accentuation, maintenant, en termes de pixels, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il y a 14 720 fois 9824 contre 7360 fois 4912. Ça a quadruplé l'image. Doubler la largeur, doubler la longueur, si vous multipliez, ça fait 4 fois plus de pixels dans l'image. Alors, pour pouvoir du coup comparer de manière rationnelle, on va se mettre donc à un niveau de 200% pour le fichier non renforcé et 100% pour l'autre, pour celui qui a été accentué. Donc 100%, alors je vais décocher le petit cadenas ici en bas, sinon les deux bougent en même temps. Voilà. Donc là, je suis à 100%. Et là, je vais me mettre donc à 200%. Voilà, et je vais venir me placer au même endroit. Donc, vous voyez, vous avez le même niveau de détail. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais vous avez le même niveau de détail que l'image de droite qui a 4 fois moins de pixels. Donc, vous vous rendez compte, si vous devez recadrer votre image, forcément, vous avez plus de détails, vous avez aussi plus donc, de possibilités d'ajouter de la netteté à une image qui est croppée. Donc, par exemple, ceux qui font des photos d'oiseaux comme moi, ben, souvent, on doit cropper. Ben, à ce moment-là, n'hésitez pas à utiliser ça. Je vous le montre vite fait avec le martin pêcheur. Voilà. Hop. Donc, je vais créer une copie virtuelle parce que j'ai déjà appliqué de la netteté. Donc, ce ne sera pas... Ouais, je vais le faire sur celui-ci. Voilà. Sur ce petit rouge-gorge. Photo. Accentuer. Voilà. Hop. Accentuer. Alors, attention, il faut une machine puissante. Ici, j'ai quand même le MacBook Pro M1. Sinon, ça rame un peu. Donc, autant vous prévenir que vous ne vous dites pas qu'est-ce qu'il nous fait faire. Là, mon Lightroom, il bug. Il faut quand même avoir la machine qui assure derrière. Voilà. Donc là, maintenant, du coup, j'ai mes deux images. Celle accentuée, celle non accentuée. Voilà. Ici, 100%. Et on va venir mettre 200%. Voilà. Vous voyez, j'ai quasiment la même netteté à gauche qu'à droite, mais avec 4 fois plus de pixels. Ce qui veut donc dire que ici, je peux recadrer. Bon, ici, c'est parce que j'avais déjà recadré. Voilà, imaginons que je veuille recadrer comme ceci, un truc du genre. Voilà. Et bien là, j'ai encore 7000 x 5000 pixels, l'équivalent de l'autre photo. Vous voyez? Avec la même netteté. Si vous faites ça sur l'autre image, vous allez perdre en détail, il y a moins de pixels. Donc voilà. Mais ça n'a pas que des avantages. Je vous montre un des gros inconvénients. Je fais clic droit, afficher dans le Finder.
Voilà, je vous montre mon Finder. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai 2 fois le fichier maintenant. Et on va voir son poids. Et attention, vous risquez de sauter de votre chaise. Nous avons 506 mégas. OK? Un demi-giga contre 75 mégas d'origine. Déjà, c'est des RAW non compressés à la base, hein, donc ils sont déjà vachement lourds. Mais vous voyez, c'est voilà, 1,5 giga. Si votre Lightroom est lent, par exemple, ou votre ordi est lent, travailler avec des fichiers d'1,5 giga, ça va ramener, quoi. Donc il n'y a pas que des avantages, hein. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est pour ça que je vous ai montré, et je vais le récapituler depuis le début pour vous. Voilà, comme ça fera le résumé. Donc voilà, à l'écran, n'hésitez pas si vous voulez à faire une capture d'écran, je vais bouger ma tête. Sinon vous aurez... voilà, je vais le mettre en plein écran. Voilà, donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran, ça peut vous être utile. Donc voilà le flux de travail de netteté que je vous recommande si vous passez de Lightroom à Photoshop. Donc, accentuation des détails, si nécessaire, si vous trouvez que ça en vaut le coup. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez travailler votre netteté de manière traditionnelle. Donc, si c'est vers Lightroom Photoshop, netteté de capture, donc netteté déconvolution, en bougeant le curseur détail à 100. Et puis la netteté créative, donc localisée avec des masques, etc. Et puis la netteté de sortie sera dans Photoshop. D'accord? Et si on fait un workflow uniquement Lightroom, accentuation des détails, ce que je viens de faire, donc quadrupler le nombre de pixels de l'image, netteté de contraste en laissant donc le curseur détail à 25 pour laisser l'algorithme de contraste, détail à 25, donc le rayon dépendant de la finesse des détails de votre objectif, netteté créative au pinceau, filtre radial gradué, sélection de ciel, sélection de tout ce que vous voulez, et netteté de sortie, comme vous l'avez vu, donc avec différents JPEG, avec différents ajouts de netteté, standard, faible, élevé. Voilà donc comment obtenir la netteté optimale dans Lightroom ou de Lightroom à Photoshop. Alors, je ne vous ai pas montré évidemment la partie Photoshop. Si ça vous intéresse et que vous êtes dans la formation, vous verrez que dans ma formation, j'ai fait quasiment 2 leçons, 1h26 et 44 minutes pour expliquer toute cette méthodologie pour aboutir à la netteté optimale quand on part d'un workflow Lightroom Photoshop. D'accord? Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, voilà qui va donc clôturer ce workshop, en tout cas la partie, démonstration. Et donc maintenant, je suis ouvert à toutes vos questions. Je regarde vos questions, si j'en vois d'autres. Comment accentuer uniquement les tons moyens? Alors, si on veut accentuer que les tons moyens dans Lightroom, oui, on peut. Hein. C'est-à-dire que, alors, il faudrait que je trouve une image qui a que des tons moyens, quasiment. Bon, ici, ouais, on n'est pas trop mal finalement ici. Donc, imaginons maintenant, pour répondre à la question de Mr. Hookman, je veux appliquer de la netteté localisée, mais qu'au ton moyen. Eh bien, je vais créer un masque d'abord de sujet. Hein. Donc ici, je ne veux pas appliquer sur mon ciel. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai fait une sélection du ciel. Maintenant, je veux appliquer de la netteté sur le reste, ce qui n'est pas le ciel. Donc je vais la dupliquer et inverser. D'accord? Voilà. Donc là, maintenant, si j'applique de la netteté, il va l'appliquer à tout mon avant-plan. D'accord? Hop. Et si maintenant je veux l'appliquer qu'au ton moyen, eh bien, je vais venir faire, écoutez bien, une intersection avec un gamme de luminance. Donc, j'appuie sur Alt, d'accord? Le bouton devient intersection, et je viens chercher gamme de luminance. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler les tons moyens. Donc, regarde, j'appuie sur Alt pour que tu vois l'image. Donc là, tout ce qui est en rouge est impacté. Alors, ne t'en fais pas, le ciel paraît être pris en compte, mais non, c'est parce qu'il y a le masque au-dessus qui va limiter l'action à l'avant-plan, et puis tu tires le curseur des tons clairs, et donc là tu te retrouves ici, voilà, avec une application que sur les tons moyens. Et tu peux donc utiliser les curseurs ici pour encore plus limiter l'effet uniquement au ton moyen.
D'accord? Donc regarde le masque global, voilà, ça c'est le masque global. Si je désactive gamme de luminance, tu vois que là, ça sélectionnait tout l'avant-plan. Là, en fait, dans l'avant-plan, c'est pour ça que ça fait une intersection. Hein? Hop, laisse-moi appuyer sur O. Dans cet avant-plan, je n'utilise la netteté, donc, que sur mes tons moyens. Donc voilà comment tu peux isoler les tons moyens. Tu vois que tu peux sélectionner de manière très précise. Hein. Tu peux même venir encore être plus précis si tu le désires. Attention de ne pas créer des cassures, donc il faut utiliser les curseurs du côté pour lisser la bande de progressivité. D'accord? Voilà. Alors, lorsque je travaille mes photos, à la publication, les couleurs sont tout à fait différentes. Est-ce un problème de calibrage d'écran ou de qualité de sortie? Non. Catherine, ce n'est pas un problème lié à faible standard élevé, puisque comme je vous l'ai montré, la netteté n'influe pas sur la colorimétrie. Hein, les curseurs détail n'influent pas du tout sur la colorimétrie. Donc, s'ils ont des couleurs différentes, c'est que tu n'as pas les mêmes espaces colorimétriques. Hein, leçon 1 aujourd'hui de la formation Lightroom ou Photoshop. Leçon 1 du module 0, les espaces colorimétriques. Qu'est-ce qu'il faut? C'est harmoniser tous les espaces colorimétriques dans tous les logiciels. Donc, quand tu exportes ici ta photo, tu dois bien vérifier que tu as SRVB en sortie. Donc, ici, si tu sors ta photo en JPEG, tu dois vérifier ici que tu as bien SRVB. C'est de là que peut venir éventuellement le changement colorimétrique. Tu peux simuler ta sortie avant même de faire le JPEG en allant dans Aperçu, épreuvage écran. Tu as une case ici tout en bas. Voilà. Et là, tu peux venir choisir donc dans tes profils ou en Adobe RVB ou si tu as par exemple des profils ICC d'impression pour voir comment va apparaître ton image. Ici, tu vois que j'ai mis SRVB et comme tu peux le voir, ça ne change pas grand-chose ici. Donc, ça veut dire que les couleurs de mon image, ici dans mon Lightroom, on travaille en Pro Photo. Quand vous êtes en module développement, vous êtes en Pro Photo Melissa RVB pour être précis. C'est une variante. Mais tu vois que quand je vais sortir ma photo en SRVB, il n'y a aucune différence. D'accord? Alors peut-être que si maintenant je sais, parce que l'image, les couleurs sont contenues dans l'espace colorimétrique. Alors maintenant je vais faire exprès de peut-être booster la saturation. On va voir si maintenant ça ferait une différence. Très légère, je la vois, mais je pense que vous ne la voyez pas. D'accord? Donc voilà comment tu peux prévisualiser en fait avant la sortie comment ton image va ressembler en SRVB. Donc tu coches épreuvage d'écran en bas et tu viens changer ici le profil donc de sortie. Pour un écran, pour le web, c'est du SRVB. D'accord? Alors évidemment, si tu vas dans Photoshop, hein, je vais remettre saturation normale, si tu exportes tes fichiers vers Photoshop, c'est aussi important que là de vérifier, si tu fais une édition externe, donc dans les paramètres préférences d'édition externe, il faut que tu vérifies dans quel espace tu envoies tes fichiers vers Photoshop. Ici, on est en ProPhoto. Ici, je vais envoyer vers Photoshop en ProPhoto. Mais tu pourrais très bien l'envoyer en Adobe RVB, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'harmoniser dans tous les logiciels l'espace colorimétrique dans lequel vous travaillez. Comme ça, il n'y a pas de problème de correspondance des couleurs. Donc, ton problème vient de là, d'une correspondance des espaces colorimétriques. D'accord? Donc, à vérifier. Alors, non, Ralph qui me demande donc si on devrait mettre ces paramètres de netteté en prédéfini à l'importation. Non, surtout pas, puisque c'est de la netteté de sortie, hein, les paramètres prédéfinis là que j'ai montré à la fin. Alors, chaque RAW est différent. Tu ne peux pas dire, tout dépend du niveau de détail de l'image. Si tu vois une image comme ceci, ou alors tu dois te créer des paramètres en fonction du type d'image. Par exemple, ça c'est une image qu'on va considérer avec beaucoup de détails. D'accord? Il y a beaucoup de variations courtes. Dans celle-ci, par exemple, on a quand même pas mal de variations longues. On a l'eau, où il y a peu de détails, et on a quand même 40% de l'image. Donc voilà, là on a un contenu mixte. Ici, on a quand même essentiellement des zones lisses. Hein, si on regarde qu'il n'y a que le Martin Pêcheur qui est net. Donc là, il faudrait... Donc tu vois, en fonction du niveau de détail présent dans l'image, tu vas appliquer
tel ou tel paramètre. Tu ne peux pas avoir une recette magique qui fonctionne pour tous les cas. Mais tu peux éventuellement partir d'une base, d'un preset, beaucoup de détails, moyen, détail, 50% de zone à détail dans l'image et peu de détails. Ça, à la rigueur, tu peux faire et déjà créer donc, tes paramètres. Mais en toute franchise, tu ne vas pas gagner énormément de temps. Moi, je travaille de manière globale comme ça. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que l'accentuation existe aussi dans Camera Raw? Oui, tout à fait, je te montre, regarde. Commande R. Alors, par contre, j'avoue que je ne sais plus trop où c'est, parce que je l'utilise jamais dans Camera Raw. Je vais essayer de te le montrer. Donc là, normalement, mon RAW, ouais, il doit s'ouvrir dans Camera Raw. Voilà. Ici, il y a les 3 petits points à droite. D'accord? Tu cliques et tu as ici accentuer. C'est exactement pareil. Tu coches super résolution, détail brut. Il faut savoir que le module développement Camera Raw et Photoshop et Lightroom sont similaires. Hein. Ça a été développé d'abord dans Camera Raw, c'est le labo, et puis ça passe dans Lightroom. Hein. Donc il n'y a aucune différence au niveau des algorithmes ou ce genre de choses. Il y a juste comment on appelle ça, les réglages, les raccourcis clavier, etc. qui ne sont pas les mêmes, ce qui est bien embêtant quand on passe de l'un à l'autre. Merci à toutes et à tous. Et demain, donc, 20h, le live sera... Le replay, pas le live, c'est le week-end, je souffle un peu. Le replay sera disponible sur mon site. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous ne l'avez pas reçu. Je ferai en sorte qu'il vous parvienne. Merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite, encore une fois, une très bonne soirée. Ciao, ciao. J'ai découvert ce que c'était qu'un véritable développement photo sur Lightroom, que je croyais connaître, mais que je ne connaissais pas du tout. Une grosse qualité, je trouve, de ces formations réside dans la disponibilité du formateur,